Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà l'audio sur la famille, de mon point de vue, en lien avec l'énergie de juillet. Je me propose de passer un petit moment avec vous pour écouter à la fois de manière globale euh, la famille, où on en est aujourd'hui, puis peut-être aussi qu'est-ce que nous dit ce mois de juillet dans ses profondeurs. Quand je parle du mois de juillet, je parle de l'énergie enseignée par les femmes amérindiennes en lien avec la roue chamanique que l'on étudie depuis janvier dans ce podcast. C'est une énergie particulière que celle qui nous est enseignée en ce mois de juillet, dans ce conte Celle qui aime toute chose. C'est une énergie d'accomplissement. Une fois que l'on a dépassé la dualité de Mars et les blessures de l'incarnation liées à l'énergie de Mars, une fois que l'on a guéri nos blessures d'âme liées à tous nos chocs de vie liés à l'âme, une fois que l'on a réparé notre relation au corps et notre mémoire de bébé, que nous avons récupéré le potentiel de notre corps à rentrer dans la jouissance des sens et dans le discernement de l'énergie que dégage l'autre, et du coup dans le discernement du mensonge et de la vérité. Une fois que nous avons appris à déjouer les scénarios relationnels toxiques, les manipulations, l'emprise, les abus de pouvoir, peut-être alors que nous allons pouvoir rentrer dans l'énergie de juillet en famille et pouvoir vivre la jouissance d'être ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en est souvent pas là dans nos familles, et c'est ok. On bosse, ça bosse. Ça bosse dans l'humanité. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on est des êtres humains et on est en train de bosser toute notre blessure au masculin. Alors, on a plein de façons de regarder les choses. On peut le regarder sous le prisme du patriarcat et qu'on est en train de sortir d'un monde patriarcal qui a, dans l'excès du masculin, a blessé les femmes et les enfants et a blessé les hommes aussi de ce fait-là. Et que nos familles sont le reflet de ça et que nous sommes en train de nous réparer de ça. Les hommes, eux, en lien avec les femmes et les enfants et leur place dans la famille, les femmes dans leur place dans leur couple, dans leur famille et dans la société, et les enfants dans tout ça, évoluent. On est dans les nouvelles générations aujourd'hui. Vous avez vu que nos enfants, ils ont changé par rapport à nous. On est dépassé par l'évolution, ça va vite. Et qu'est-ce qui fait que nos enfants changent? Il y a plein de choses. Mais déjà, le fait que les femmes travaillent, que quand la femme elle est enceinte, elle est active, etc. Et qu'il y a un remaniement dans l'énergie familiale du masculin et du féminin, l'enfant, quand il arrive au monde, il est dynamisé d'une autre façon. Alors, de toute façon, quand il y a changement, il y a toujours des gens qui vont dire c'était mieux avant, il y a toujours des gens qui disent c'est mieux maintenant, et il y a toujours des gens qui disent on est en changement, en transition, il faut retrouver un équilibre et ça sera mieux après. Et moi, je suis plutôt des gens qui disent attention, nous sommes en déséquilibre, c'est normal que ça fluctue, il faut laisser, et ça sera mieux après. En même temps, quand on voit l'évolution de notre société, il y a toujours eu des choses bien, des choses en déséquilibre, et chaque génération a eu sa souffrance, j'ai envie de te dire, et son rééquilibrage à faire. Donc, ça sera mieux après, je ne sais pas. En tout cas, c'est mon espérance. Ça sera différent. En fait, ça va très vite dans l'évolution de nos liens relationnels, affectifs et familiaux. Du coup, ça va très vite. Donc, il y a un audio bonus sur l'évolution des couples et du coup aussi de la famille dans la société française qui sera diffusé plus tard. Et en attendant, ce que je peux quand même vous dire, c'est que la grande évolution de nos familles, c'est la femme qui reprend le travail, les enfants qui vont chez la nounou, et puis les familles recomposées, bien sûr. Et puis les enfants des familles homosexuelles qui sont issus soit de dons de sperme, soit de mères porteuses.
Et puis maintenant, on arrive dans les enfants des couples où il y a du transgenre. On arrive donc aussi à des enfants qui sont des bébés éprouvettes. Donc ça bouge pas mal, ça brasse pas mal, ça évolue pas mal. Donc qu'est-ce que c'est qu'être un enfant bébé éprouvette? C'est avoir été conçu dans un laboratoire, dans une éprouvette. Et puis d'avoir été ensemencé, d'avoir été congelé. Et d'avoir été ensemencé avec plusieurs autres petits embryons. Et parfois, il n'y a que soi-même qui avons tenu et tous sont morts, partis, n'ont pas tenu, n'ont pas pris. Ou peut-être qu'il y a eu un jumeau qui a tenu, du coup on est né à 2 jumeaux. Enfin, on est jumeaux ou triplés. Ça nous arrivait en réanimation néonatale d'avoir des triplés bébés éprouvettes. Quadruplés, ça peut arriver aussi. Il y en a 4 qui ont pris et finalement, les parents ont voulu les garder les 4. C'est rare, mais ça arrive. Ça pose plein de questionnements en termes ontologiques, du sens de la vie des personnes. Certaines consultent. Et soit des ressentis dans le corps bizarres, dans la mémoire cellulaire, soit des questionnements sur leurs origines. Ça, c'est vraiment nous ramener à la notion corps et à la mémoire du corps. Donc on est dans des problématiques après qui vont être des problématiques de symptômes corporels, psychologiques, émotionnels, qui en thérapie, il faut qu'on soit capable d'accueillir ça et de s'ouvrir à ça. On n'a pas la réponse. Simplement, c'est ce que propose la société aujourd'hui. Et du coup, il faut qu'on puisse s'ouvrir à des problématiques qui sont différentes. C'est-à-dire quelqu'un qui a été issu d'une mère porteuse ou quelqu'un qui a été issu d'un don de sperme ou quelqu'un qui a été issu est un bébé éprouvette. Il ne le sait pas forcément d'ailleurs. Hein. Des fois, on va le retrouver en thérapie, puis on ne sait pas ce que c'est. Il y a quelque chose dans l'origine de l'enfant et en questionnant, on finira par le lui dire. Puis des fois, il le sait. Moi, on m'a déjà amené des enfants bébés éprouvettes à 2-3 ans qui vivaient une intensité de souffrance dans leur corps et dans leurs émotions depuis la naissance d'ailleurs. Même pendant la gestation, ça avait été, la grossesse avait été difficile. Et on a dans des tels niveaux de déséquilibre énergétique, vibratoire et donc psychologique, émotionnel. Puis il faut arriver à les comprendre et à savoir comment faire pour réguler tout ça. Il faut développer notre intelligence là-dedans. Donc après, il y a aussi les mères solo, les mères célibataires. Hein, vous avez peut-être eu des copines ou vous-même ou qui disent après tout, je vais peut-être pas attendre de trouver un homme avec qui je peux être en couple parce que je ne trouve pas et je vais essayer d'avoir un enfant toute seule. Donc soit je trouve un homme qui me fait l'enfant, soit éventuellement je peux adopter, soit voilà. Enfin, il y a ce questionnement chez certaines femmes, mais pourquoi je ne serais pas mère célibataire? Et puis, il y a des mères célibataires parce qu'elles n'ont pas voulu, mais il y a une histoire de couple qui a fait que le mari, le géniteur n'est plus là et s'est barré ou je ne sais pas quoi. Et les mères ont décidé de garder l'enfant et assument l'enfant avec peut-être un nouveau père dont l'enfant n'est pas le sien. Donc on arrive dans des configurations familiales très complexes aujourd'hui. Donc le sujet de la famille est un sujet très complexe, systémique. Donc on n'a pas un regard, une intelligence, un regard individuel. On est obligé de rentrer dans l'intelligence du système, de l'individu et de l'individu dans le système. Quels sont les rapports de force en lui tout seul? Parce qu'on est toujours impacté par notre naissance et notre enfance et ce qu'on a vécu. Quel est le rapport de force en lui en lien avec son écosystème familial? Quelle est sa place? Quelle a été la place qu'on lui a donnée? Quelle est sa place aujourd'hui? Quelle place il désire prendre? Parce que de toute façon, on ne peut pas se couper de notre énergie familiale. On est tous interreliés, même si on ne voit plus nos parents, nos frères et sœurs. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui vivent leur vie, qui ont refait une famille, par exemple, avec leur conjoint, mais peut-être aussi qui se sont séparés du père ou de la mère de leur enfant, qui ont refait leur vie avec un autre conjoint, voire on arrive à avoir aujourd'hui des personnes qui ont des enfants avec 2-3 personnes différentes. C'est compliqué. Puis des fois,
le couple parental ne se parle plus, est en conflit. Comment on fait pour recréer l'unité familiale dans ces façons-là, dans ces situations-là? C'est possible, mais il faut vraiment rentrer dans la conscience du système et les jeux de force, les jeux égotiques. Et de toute façon, c'est toujours le même chemin. Il y aura un chemin de conscience, de lâcher son ego, de lâcher la dualité et d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, de prendre conscience de ce qui est juste pour soi et ensuite juste pour sa place dans l'écosystème, puis ensuite travailler son mois de juillet, c'est-à-dire reprendre sa place dans son énergie familiale. Comment je peux être un papa et une maman en ayant des enfants avec 2, 3 hommes différents, un peu dispatchés dans des familles recomposées ou en étant maman solo, ou... enfin tout ça c'est très complexe. Quand on parle de la famille, on parle d'un espace qui va accueillir des enfants pour les nouvelles générations sur Terre, pour créer les nouvelles générations sur Terre. Quel espace on crée pour accueillir ces enfants? Ça ne peut pas être, hein, quand on parle de l'énergie familiale, de la famille, ça ne peut pas être une énergie égocentrique. On ne peut pas faire des enfants pour soi. C'est pas possible. En fait, ça c'est pas possible sur Terre. On fait des enfants pour la Terre. On fait des enfants pour l'humanité. On fait des enfants pour demain. On fait des enfants pour eux. On ne fait pas des enfants pour nous. Sinon, c'est de l'emprise. On devient un parent coyote et on demande à l'enfant de nous servir. Et on va le bouffer. Bon, on a peut-être été dans ces configurations-là. On ne fait pas des enfants pour un système, pour une secte, pour une religion, pour la France. On ne fait pas, pendant longtemps en France, hein, on sait qu'il y a eu cette politique familiale pour régénérer les soldats, hein, parce qu'il y avait ils prévoyaient la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou la Première Guerre mondiale, et il fallait redonner à la France des soldats. Et il y avait eu toute une politique familiale qui avait été diffusée, entre autres aussi par les prêches des curés, tout ça. Donc toute une propagande, en fait, pour encourager les couples à faire des enfants, pour régénérer les enfants, redonner des soldats à la France, parce que dans 20 ans, on prévoyait de faire une deuxième guerre mondiale. Ça a bien marché. Donc on ne fait pas des enfants pour la France. On fait des enfants pour la Terre, pour la planète. Alors aujourd'hui, on dit, ah oui, mais on est trop nombreux sur Terre. Du coup, il faudrait réduire la natalité. Évidemment, ça pose la question du contrôle des naissances. Hein, moi, j'ai décidé d'avoir 3 enfants avec mon compagnon. Presque aujourd'hui, on pourrait en être je veux d'abord un garçon, puis 2 filles. Et puis bientôt, on pourra peut-être faire de la sélection génétique pour contrôler totalement et avoir ce qu'on veut, comme au supermarché, comme un drive. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça va arriver probablement, mais pour l'instant, on en est à arriver à contrôler les naissances à peu près. Et du coup, on a complètement effacé le côté du souffle de l'amour, du grand mystère, de ce bébé qui arrive. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour la contraception, pas la contraception, préservatif, pas préservatif, avortement, pas avortement, stérilet, tout ça. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans les groupes de femmes, qu'on écoute, qui est complexe, qui est différent. C'est un vrai travail de profondeur. Et puis dans l'individuel, on écoute bien tous les enjeux qui se passent, etc. Enfin, je ne suis pas en train de parler, je suis en train de poser une question, juste une question spirituelle dans l'espace familial. Aujourd'hui, un espace que l'on crée pour accueillir des enfants est un espace excessivement contrôlé. L'enfant, il vient dans un espace sous contrôle. Sa mère a pris des hormones, la pilule, et puis un jour elle a arrêté, elle a voulu cet enfant à ce moment-là. Il arrive, il est déjà sous contrôle, il a pu arriver, pas quand il voulait, mais quand ses parents ont voulu, quoi. Alors vous savez, il y a les erreurs de pilule, il y a les bébés sous stérilés, ça arrive, hein. Il y a des fois où le mystère souffle, la vie souffle, et malgré notre contrôle, ça passe quand même. Et puis il y a la question, est-ce que j'avorte pas, comment on contrôle la vie, le souffle, l'amour, tout ça.
Parce qu'il y a quand même des enfants qui viennent nous changer la vie, hein, qui arrivent là, c'était pas prévu, c'était pas voulu, puis la rencontre avec eux a changé notre vie. Donc, la question du contrôle des naissances est une vraie question finalement aussi spirituelle quand on dézoome et de vie. Comment on fait passer des enfants sur la Terre, pour la planète. Est-ce que vous savez, par exemple, que la fête des mères a été créée par le gouvernement français pour encourager les mères à avoir des enfants et à les honorer dans leur fonction de mère poule, de mère pondeuse en fait. C'est hyper intéressant de voir l'évolution en France. J'avais vu un reportage là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelait, que j'avais vu sur Internet. L'évolution en France, je ne sais plus c'était de quoi, de la femme, de la maternité, depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et comment tout avait été contrôlé par l'État en fait, jusque dans les maternités, etc. Et l'influence des lobbies, bref, un grand questionnement de femmes. Comment on arrive à contrôler ça de manière naturelle? Est-ce qu'on en a le contrôle? Qu'est-ce que dit la vie en nous? C'est vraiment des questions de femmes, de retrouver notre liberté à être femme et pas être femme et être mère, mais pas sous emprise d'une intelligence masculine, quelle qu'elle soit, la nôtre, ça peut être aussi, mais d'être vraiment libre d'être femme, libre avec notre utérus, libre avec le souffle de la vie qui est à l'intérieur de nous, la puissance du féminin dont on est porteuse. Et ça, on le verra peut-être dans les mois qui arrivent, là, où on va basculer dans la puissance du féminin. Donc la famille, c'est un espace où on accueille les enfants et où on va créer un espace favorable pour leur éducation, les amener à maturité. Donc la première chose qui doit être dans cet espace, c'est l'accueil en fait. Hein. Est-ce qu'on accueille un enfant en lui disant tu te formates à notre famille et tu fais ce qu'on te dit de faire et tu t'adaptes? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est le groupe qui dit bienvenue à cette nouvelle personne qui arrive dans notre famille et cette personne va changer notre équilibre systémique. Et c'est une nouvelle âme, il va se passer des choses. Vous savez, il y a ce truc étrange, on regarde un bébé, on se dit il sort d'où? Avant, il n'existait pas, et tout d'un coup, il est là. Bon, la maman qu'il a eu dans son ventre, elle sait d'où il vient, mais après, on est là, et c'est le mystère de la vie à la naissance. On regarde ce petit bébé qui bouge, qui vous regarde, il vous regarde. Moi, ça me transperce le cœur quand il y a ces nouveau-nés qui ouvrent les yeux, qui me regardent, et moi, je plonge mes yeux, dans leur âme, et je lui dis, tu viens d'où? Enfin, c'est à chaque fois, c'est bouleversant, mais tu viens d'où? Tu n'existais pas avant, et maintenant, tu es là. Et notre vie va changer. Avant, tu n'existais pas, tu ne nous manquais pas. Maintenant que tu es là, si tu pars, tu vas nous manquer. Comment on a été accueillis dans notre naissance, dans notre famille, et comment on accueille nos bébés, les nôtres? Et on fait de la place. Quelle est la place? Quelle place vient prendre cette âme dans notre famille, dans notre écosystème? Donc, premièrement, la famille, c'est vraiment un espace d'accueil et de protection du vulnérable. Hein. Il va y avoir des enfants qui vont être fragiles et vulnérables, qu'il va falloir faire arriver à maturation. Et on s'engage en tant que parents à s'en occuper jusqu'à qu'ils soient matures pour partir de manière indépendante dans la vie. Un espace de protection. Et puis, il va y avoir cet espace du multiple. C'est que finalement, une famille est faite du multiple. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à l'enfant de nous ressembler, d'être comme nous. En fait, chaque âme est différente. Du coup, ça va amener de la richesse, de la différence et de la richesse. Chaque enfant est différent. Chaque âme est différente. Et par sa différence, vient me bouleverser. Et puis, du coup, il va falloir qu'on se mette au service de cette différence pour l'intégrer dans un écosystème et pour que l'écosystème soit harmonieux dans nos multiples différences. C'est ce qui va créer la famille. Ça, c'est l'intelligence du féminin. Le féminin sent, la femme, la mère, elle sent avec son utérus comment équilibrer l'énergie de sa famille. Et puis, si on y arrive, il y aura l'amour. Qu'est-ce qui va se passer en fait avec nos enfants et les enfants avec les parents?
c'est que au début, hein, c'est Mars, hein, ça se cale, ça se confronte, ça se duelle, ça se conflit, hein. Il y a des fois des démarrages avec des enfants, c'est compliqué. Ils dorment pas, ils pleurent, ils ont de l'eczéma, les parents ont envie de les balancer par la fenêtre, n'en peuvent plus, n'aiment plus leur enfant, c'est insupportable. Ils sont épuisés, les enfants épuisent les parents. Enfin, c'est pas toujours simple. Il peut y avoir cet espace comme ça de confrontation entre les âmes, les énergies, et l'enfant il vient remanier aussi l'énergie des parents, hein. Ce sont des maîtres, nos enfants. Ce sont des maîtres de vie. C'est de l'énergie de vie, hein. Elle est comme elle est, hein. Des fois, elle est pleine de colère, des fois, elle est pleine de tristesse, des fois, il y a de la maladie qui est là. C'est... On ne sait pas quand on a un enfant ce qui va se passer. Ça vient bouleverser. C'est la vie qui vient nous bouleverser. Qui vient nous bouleverser, nous faire nous bouger, hein. L'enfant vient nous faire grandir. Et si on ne veut pas grandir, on va le formater. Avec un masculin très rigide, on va dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Et dans notre famille, c'est comme ça. Et on va le punir, on va le formater jusqu'à qu'il prenne l'onde de forme de la volonté maître qu'il a dans la famille, de l'emprise familiale. Et puis donc, il y a cet espace d'amour, parce qu'il y a un moment, il y a les âmes aussi de nos enfants qui viennent confronter notre âme, hein, Avril, hein, et ça va nous bousculer, il vient nous bousculer dans nos profondeurs. Ce petit vulnérable, il vient des fois nous bousculer dans nos profondeurs, dans notre propre enfant intérieur, j'ai envie de dire. Et puis, il va y avoir nos corps qui sont remaniés. Le corps de la maman déjà, puis tous ces enfants qui veulent des câlins, qui viennent nous dire je t'aime, qui viennent nous mettre, nous veulent nos bras, ou tout d'un coup on est papa et tout d'un coup on se retrouve à être très câlin parce qu'ils ouvrent notre tendresse, hein. L'enfant il vient nous solliciter dans notre féminin, dans notre espace de douceur, de tendresse. Pas toujours, des fois on a envie de les taper, hein. Ils viennent nous bousculer là-dedans. Ils viennent vraiment, c'est vraiment l'enfant, c'est l'énergie alchimique qui vient travailler les parents pour se réinformer à quelque chose de plus vivant, qui nous fait tendre à aller vers l'amour. L'enfant, il vient nous mettre de l'alchimie pour nous c'est aller dans l'amour, il nous transforme, cet enfant. Il est mon maître. Et du coup, il y en a plusieurs à plusieurs âges. Et c'est pas simple, tout ça. Et puis des fois, il y a plus de filles, des fois, il y a plus de garçons, des fois, c'est équilibré. Et puis, certains enfants font alliance avec le père, d'autres avec la mère, et ça peut commencer à créer des tensions dans le couple. Et en fait, c'est tout un foyer alchimique qui se cherche c'est de l'énergie de vie, masculin-féminin, et comme ça, dans des courants en fonction des âmes et des caractères et des pensées, des trucs de chacun, qui fait que la famille est un espace systémique qui essaye de s'équilibrer en permanence. Et puis, ce mois de mai, hein, où il y a les sens qui s'éveillent, hein. Un petit bébé, c'est tout doux, on a envie de lui faire des bisous, on a envie de lui donner des mots doux. C'est trop, trop chouchou quand on met notre doigt dans sa bouche et qu'il nous tète. Quand on le voit téter son petit poing. Et en même temps, hein, jusqu'où on va, dans cet éveil des sens aussi, nous avec lui, ce questionnement des limites, de la protection du vulnérable. Et cet enfant qui est que sens, hein, qui s'éveille, ce bébé qui s'éveille au sens. Et on va lui, par les jouets, par les jeux, par l'observation de ce qu'il est, on va lui apprendre à éveiller son sens et il va éveiller nos sens aussi. Et petit à petit, on va apprendre à jouer avec eux. Et ça va réveiller notre enfant intérieur, hein. Les enfants, ils viennent nous bousculer dans notre enfant intérieur, dans notre capacité à jouer ou pas avec eux, le temps qu'on se donne aussi à ça. Et puis, le mois de juin va arriver, confrontation à l'espace génétique. Oh, il me ressemble, elle me ressemble, c'est insupportable. L'effet miroir, elle ressemble à ma mère, à mon père, à ma belle-mère, mon beau-père, à la tante, au truc. Tu ressembles à ta tante que je déteste, etc., etc. Et puis l'enfant va grandir. Est-ce qu'il a envie de ressembler à la tante, à la mère? Est-ce qu'il a envie qu'on l'enferme là-dedans? Il est lui, en fait. Et il va y avoir, son épigénétique va se mettre en route, hein. C'est par les forces de vie à l'intérieur de lui qu'il va déjà reprogrammer son ADN. Il va, par l'expérience, et l'expérience qu'il va vivre dans sa famille, il va pouvoir vivre son épigénétique, et remodeler les gènes comme c'est bon pour lui, en fait, et comme c'est bon pour son âme. Comme c'est bon pour sa jouissance, pour sa joie. Donc n'enfermons pas nos enfants dans des cases, en fait. On les tue en faisant ça.
Et puis, il faut qu'on puisse comprendre en fait de quel talent sont faits nos enfants, de quel don il les a menés là-dedans. Hein. Juin a amené l'enfant à rayonner sa propre lumière. Est-ce qu'il est plutôt artistique? Est-ce qu'il a plutôt du génie? Mais c'est qui mon enfant? C'est une âme à part entière et quand elle se développe sur Terre et quand elle se déploie, on va petit à petit voir par l'intermédiaire de ses jeux, de ce qui le passionne, de ce qu'il dit, etc., quel type de profil il a en termes de dons, de potentiel et on va l'amener là-dedans, on va l'aider à grandir là-dedans. Et on va arriver à cette énergie de juillet, qui est l'énergie de l'amour. On va pouvoir s'aimer entre nous. On va pouvoir aimer ses enfants, les enfants aimer leurs parents, être aimés, et ça va plus déséquilibrer le couple, mais le couple parental est là pour être au service des enfants, de la protection, de la différence et de l'enrichissement, de l'harmonie de l'écosystème et de l'amour. L'amour vient en dernier. C'est si on y arrive, l'amour. Déjà, il faut qu'il y ait de la protection. Et pour qu'il y ait de la protection, il faut qu'il y ait du respect. Est-ce que, en tant que parent, je respecte mon enfant? Et déjà, s'il y a du respect entre les parents, c'est plus facile avec les enfants. Ou est-ce qu'on utilise les enfants comme des leviers de dualité dans le couple? On n'est pas d'accord sur l'éducation, on est jaloux parce que ma fille, elle s'entend bien avec mon mari, et du coup, mon mari, ça me rend jalouse, etc. Compliqué. Et puis après, alors je ne parle pas des familles, des divorces, de comment on utilise nos enfants parce que quand on divorce, pour l'enfant, il a toujours son couple parental, lui, il a toujours sa famille. Hein. Il va reprogrammer son monde de femme avec une famille, avec des parents divorcés. Si vous divorcez, vous n'êtes plus avec le mari, avec votre ancien mari qui est le père de votre enfant, mais l'enfant, lui, il a toujours son couple parental. Hein. Et il faut le préserver, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse préserver le couple parental. C'est-à-dire, ensemble, on est toujours au service de nos enfants, même si on n'est pas d'accord dans le couple amoureux entre nous, et qu'il y a des tensions à des moments, etc. Mais on est toujours au service du développement, de la protection de l'enfant, pour que l'enfant il puisse se construire dans cette sensation d'unité parentale. Ce cocon, père-mère, masculin-féminin, qui le contient, chacun avec son caractère, ses spécificités, mais qui va pouvoir le construire lui, même s'il y a un divorce, et puis va se construire aussi avec ses projections qu'il va faire avec éventuellement le nouveau compagnon de sa mère ou la nouvelle compagne de son père. Mais si comme ça, on reproduit infiniment des couples et qu'on se sépare et qu'on se remet, ben, l'enfant, ça va lui créer des ruptures dans sa sécurité intérieure en lien avec son couple parental. Donc nous, en tant que parents, ben, si on sent que le projet de couple avec notre compagnon ne tient plus, qu'on se sépare, on se doit, par responsabilité pour l'enfant, de maintenir le couple parental dans le respect, dans la confiance et l'intimité. Ben, il faut qu'on ait une maturité de la vie. Hein. Il faut qu'on sorte de la dualité. Alors évidemment, on est dans des émotions, dans des divorces, c'est compliqué, mais il faut qu'on aille aussi comprendre comment on peut, dans toute cette dualité avec notre ex-compagnon ou ex-compagne, créer au moins un espace petit à petit sécurisant, où il y a du respect, au service de l'enfant. Ça, c'est vraiment l'intelligence de la famille. Et donc, admettons qu'on ne se soit pas séparés et que la famille a continué à progresser, eh bien, ce façonnage que va amener l'enfant dans la famille, et chaque enfant va créer du remue-ménage et petit à petit va recréer une harmonisation au service de l'amour et on le voit dans ce conte, hein, au service de la différence et de la jouissance. Finalement, nos enfants, ils viennent labourer en nous notre enfance. C'est-à-dire, on est parents, mais parents immatures, et l'enfant, il vient questionner quel type d'enfant as-tu été, quel type de parent as-tu eu, et quel type de parent veux-tu être avec moi, et comment tu vas me laisser ou pas être enfant. Et finalement, pour jouer avec nos enfants, il faut qu'on réveille notre enfant intérieur, qui est souvent blessé, plus ou moins. Et ça va, chez les parents, allumer le feu. Le feu, ça va souffler, ces enfants, ils viennent souffler sous les braises de nos blessures. Et nous questionnent quel type de parent veux-tu être pour moi et quel type d'enfant vas-tu réanimer en toi pour rentrer en lien avec moi. Du coup, les enfants, ils viennent réparer l'équilibre de notre masculin et notre féminin dans le parent intérieur
la questionnement qu'on peut se poser sur quelle enfance on a eu et quels parents on a eu, parce qu'on se pose la question quels parents on veut être pour lui. Et en même temps, parce qu'il est enfant et qu'il est dans cette énergie de l'enfance, de l'innocence de l'enfance, du jeu, de la joie, il vient questionner là où nous on en est et comment on va rentrer en lien avec lui. Est-ce qu'on arrive à sauter dans les flaques de boue avec nos enfants en rigolant? Ou est-ce qu'on est là en train de leur dire ah, tu vas te salir, encore les lessives, et gna gna. Bon, c'est un exemple, mais où en est notre enfant intérieur avec nos enfants? Et on voit dans ce conte, hein, l'énergie de la loutre, être un enfant, un adulte jeune de cœur, qui joue ou qui travaille avec une même innocence et un égal délice. Évidemment, ça vient nous chercher dans notre équilibre enfant-parent intérieur, hein, notre masculin et notre adulte, notre masculin et notre féminin intérieur, notre père et notre mère intérieur, notre enfant intérieur. Et dans cet équilibre-là retrouvé, eh bien, je vais pouvoir à la fois être un enfant libre et un adulte libre. Mais s'il y a une alliance, cette unité ultime, ce trépied masculin-féminin, enfant intérieur, père-mère intérieur, enfant intérieur, eh bien, je vais pouvoir amener mes enfants dans cet équilibre en eux-mêmes, tout en restant en lien avec eux dans l'innocence de la jeunesse, tout en étant un père ou une mère ayant de la responsabilité, du cadre, et pouvant utiliser aussi, déjà répondre aux questions, structurer la structure psychique, donner des limites, des règles de vie, etc., tout en donnant la possibilité à l'enfant de se développer dans un espace où il est libre d'être. On voit que la mère de Juillet, elle est, une de ses qualités, c'est être la mère attentionnée, hein. Elle prédispose les enfants à développer une expression personnelle aimante et les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et elle enseigne à notre enfant intérieur à accepter l'amour. Parce qu'il y a un truc, c'est quand même que l'enfant, dans son énergie un petit peu qui sort de l'œuf, là, il est comme il est avec son âme et tout ça, des fois, c'est pas simple, hein. Mais il y a quand même quelque chose du souffle de l'amour qui passe en lui. Les enfants, ils arrivent avec ce souffle de l'amour, là, et ça nous bouscule, quoi. Est-ce que tu acceptes d'être aimé? Ils nous aiment pas comme on le voudrait, des fois. Ils nous bousculent. Est-ce que l'enfant, quand on est enfant, il y a quelque chose d'innocent en nous qui aime nos parents comme ils sont, quand même. Même si on a vu tous les jeux psychologiques de sécurité qu'on a mis en route, d'adaptation, d'attachement et tout. Si on enlève tout ça, il y a quand même dans l'enfant le souffle de l'amour qui passe, le souffle de la vie, et qui nous bouscule. Elle prédispose les enfants à développer une expression personnelle aimante. Comment je peux aider l'enfant à se développer dans l'expression de l'amour en lui? Évidemment, ça me demande de pouvoir être connecté à mon cœur et de pouvoir être connecté au cœur de mon enfant et de l'aider à aller dans cette dimension et d'écouter cette dimension-là pour qu'il puisse s'épanouir dans cette dimension-là. On avait vu qu'au mois de mars, l'énergie de la justice divine, c'était cette énergie qui permettait qui nourrissait la racine de chaque arbre de la forêt. Finalement, être capable d'être une mère, c'est finalement attentionner, c'est finalement pouvoir nourrir l'énergie d'amour des racines de chacun de mes enfants. Ils sont tous différents. Mais ça veut dire aussi que j'ai pu nourrir les miennes et que je suis dans une forme d'équilibre et d'harmonie. Évidemment aidée par mon compagnon. C'est le couple parental qui crée ça. Et donc, il y a quelque chose qui doit déjà être acquis dans l'équilibre et l'harmonie du couple amoureux et du couple, j'ai envie de dire, structurel, c'est-à-dire comment on s'organise dans la vie de tous les jours, pour qu'on puisse être un couple parental qui amène les enfants à se développer dans ce respect, cette protection, cette jouissance de la différence. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans une famille, on s'éclate ensemble, on fait des jeux ensemble, petits et grands, en vacances, par exemple, ou le week-end, c'est qu'on est tous ensemble, ça c'est important. S'il y en a un qui ne vient pas, on n'est pas bien. On est toujours là en train de dire « Allez, viens avec nous, viens jouer avec nous. »« Oh non, j'ai pas envie, je veux lire. Oh non, je suis fatiguée, je me repose. »« Allez, pourquoi tu viens pas avec nous ?» Hein, on a envie d'être tous ensemble. Cette harmonie, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, on n'est pas bien. Il est où? Il nous manque.
viens avec nous. Pour recréer de l'harmonie familiale, jouer ensemble. Et là, c'est un truc fabuleux parce qu'on va mettre un cadre, des règles, une structure, une règle de jeu, un truc, et puis on va jouer ensemble, chacun dans sa différence. On va faire attention aux petits, aux grands, il peut y avoir des ados, des petits, des moyens, des grands, des adultes, des grands-parents, et on joue ensemble. Et là, il va y avoir un moment, quelque chose de fabuleux qui se passe. L'énergie de la jouissance dans nos différences. C'est là, on est totalement dans l'énergie du féminin, l'harmonisation, du collectif. Jouir de nos différences. Et dans le jeu, on jouit de nos sens, de nos sensations. Il se passe plein de choses. Hein. On peut jouer avec tous nos sens, jouir de tous nos sens, jouir de toutes nos émotions. Dans les jeux, on peut avoir tout un tas de plein d'émotions, comme de la frustration si on perd de la colère, si on sent que c'est injuste, de la peur, tout d'un coup être soutenu par quelqu'un, rassuré. L'espace du jeu, c'est un espace incroyable de construction. Et s'il est mené à bien par des règles de jeu qui protègent et sécurisent, et si on peut apprendre à nos enfants à gérer leur frustration, à gérer leur colère, leur peur, etc., et apprendre par le jeu aussi l'intelligence du soutien, du groupe, de l'équipe, de aussi rigoler des confrontations d'adversité qui n'est qu'un jeu, qu'à la fin on peut se serrer la main et que tu n'étais pas mon ennemi, mais tu étais mon valeureux adversaire. Si on arrive à travailler tout ça ensemble, à un moment, c'est jouissif. Ça s'appelle la jouissance familiale. Et c'est très à la fois fédérateur pour le groupe familial et aussi, ça nous apprend beaucoup, ça apprend beaucoup à nos enfants pour le futur. Est-ce qu'on prend le temps de jouer ensemble? Ça devrait être une thérapie familiale, ça devrait être une injonction thérapeutique. Il faut qu'on puisse jouer tant d'heures ensemble par semaine. Alors, il y aura toujours les ados qui vont râler, qui vont partir sur... Alors, c'est intéressant aujourd'hui, hein, à Noël, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les cadeaux, puis ensuite on se met tous ensemble autour des canapés, chacun sur son ordinateur, son téléphone portable, éventuellement même on se parle par WhatsApp. C'est... waouh! Il faut qu'on puisse tout poser là, et puis repartir dehors, aller faire une pétanque, un foot... n'importe quoi, un cache-cache, tout ce que vous voulez, du jeu de société. Je pense qu'il faut qu'on développe l'intelligence du jeu. Et du jeu où tout le monde, adapté à tout le monde aussi. Parce que forcément, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de jouer? C'est qu'on est face à notre absence de potentiel. Par exemple, Memory, moi j'ai aucune mémoire. Et dès que un de mes neveux me disait tu viens, Tati, on joue au Memory, il allait me gagner, il avait 3 ans, 4 ans, quoi, il me gagnait, quoi. Pour moi, c'était pas très jouissif, quoi. Et en plus, il se foutait de moi. Parce que moi, je me souvenais plus où étaient les papillons et tout ça. Et lui, il savait, c'était évident pour lui. Et moi, bon, mais en même temps, c'était des moments avec lui, quoi. Mais du coup, ben, on peut aussi changer de jeu, on peut aussi essayer de sentir pour tout le monde là, quel serait le jeu ou le type de jeu, les types de jeux qui fait l'unité de tout le monde, qui ne confronte pas. Alors, il y a des jeux qui peuvent nous amener à grandir, mais c'est plus des jeux thérapeutiques, c'est pas toujours évident. Mais si on veut passer un moment de joie, un moment d'unité, trouvons des jeux qui nous unifient et qui font que tout le monde, tous, ils sont tous joyeux en le faisant. Et on a envie d'y retourner et ça fédère. Que tout le monde trouve sa place, que tout le monde soit accueilli, que tout le monde ressorte avec de la joie. Et puis tout d'un coup, il y a ce truc qui passe en nous, hein, ce souffle d'amour, d'unité, dans nos différences, cette joie profonde, ce feu en nous. Et puis il y a ces moments de tendresse ensemble, de repos, d'écoute, de contemplation. Et puis on va bêcher hein, notre potager, notre terre. Il y aura des moments où on va travailler ensemble, on va faire les devoirs, on va éventuellement faire un jeu de mémoire à celui qui n'a pas de mémoire. On va bêcher ensemble, on va se soutenir, on va explorer le potentiel ensemble. Le ensemble, la famille, elle vient nous proposer le ensemble. Alors on dit qu'on n'a pas choisi notre famille, on choisit nos amis, on n'a pas choisi notre famille. C'est très vrai, enfin sur un certain plan.
Peut-être c'est pas vrai sur notre plan. Mais sur ce plan-là qui vient nous confronter, où on ne peut pas blairer notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre grand-père, notre oncle, notre tante, c'est OK en fait. Voilà, c'est tout le travail de l'énergie de l'Est de la roue pour arriver, et du Sud, pour arriver à ce juillet. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Simplement, le mois de juillet nous pose la question, vous en êtes où ensemble dans votre équipe familiale? On peut juste constater, ben, on en est encore au mois de mars. Ah, là, on en est au mois d'avril. Est-ce qu'il y a eu de l'inceste? Est-ce qu'il y a eu des attouchements? Des viols? Est-ce qu'il y a des secrets de famille? Est-ce qu'il y a de l'emprise dans votre famille, des non-dits? Est-ce qu'il y a de la maltraitance psychologique, physique? On en est où ensemble? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de la confiance entre nous? Est-ce qu'on arrive à aller dans cette intimité que le jeu nous propose, par exemple, ou que les conversations familiales nous proposent, dans l'écoute respectueuse des différences? Il y aurait vraiment une intelligence. Moi, je me dis, en tant que thérapeute systémique, quand j'anime des groupes et que je vais travailler la cohésion du groupe en proposant des activités et toute une intelligence dans le séminaire, par exemple, de plusieurs jours, je rêverais de pouvoir faire ça avec ma famille. Pourquoi on n'a pas ce potentiel de danser ensemble, de prier ensemble, de chanter ensemble, de faire des jeux, des devinettes, de faire un feu de camp ensemble, des cercles de parole ensemble, enfin toute une dynamique. On préfère des séminaires de 5 jours en famille pour s'entraîner à recréer l'unité familiale avec tous les enfants jusqu'aux grands-parents. On en est aujourd'hui, ben, on en est que on essaye les cousinades, on essaye. Et comment on se sent dans les mariages, voilà, parce qu'il y a la famille stricte et élargie. On en est là, c'est ça que je veux dire, on en est là. Et le mois de juillet nous invite à progresser, en tout cas individuellement, dans notre place individuelle, dans notre famille, dans la conscience qu'on a, dans comment on est avec nos enfants, est-ce qu'on peut en parler en couple? Est-ce qu'en couple, on est unis pour soutenir nos enfants ou est-ce qu'on est déchirés? Et que des gens en dualité dans notre couple, en lien avec l'éducation des enfants ou le caractère de l'un ou de l'autre. Comment on arrive à parler ensemble en couple de comment on fait avec notre fils, notre fille, les études, tout ça? Est-ce qu'on est dans une unité parentale au service de l'enfant ou pas? Alors, il existe les thérapies systémiques, les thérapies familiales qui peuvent nous amener à progresser. Il peut y avoir des familles qui ont, comme les couples, il y a des couples qui consultent pour avancer en coaching de couple, pour avancer dans leur dynamique de couple. Il peut y avoir des familles où il y a cet amour qui les fédère, ce souffle d'amour qui est quand même là, mais qui sentent qu'ils n'y arrivent pas et qui font de la thérapie systémique et familiale. Parce que la complexité, c'est qu'il y a aussi les lois familiales, il y a les ancêtres qui sont là. Et dans la dynamique transgénérationnelle, c'est très complexe et on peut avoir besoin d'un professionnel parce qu'il y a des choses qui bloquent. Ou juste pour équilibrer, pour réapprendre à s'harmoniser, à jouer ensemble, pour entendre ce que l'un ne peut pas dire. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de parler? Et on peut créer des espaces où on se permet de se dire les choses. Et c'est très confrontant parce que quand on propose la thérapie systémique et familiale, il y a beaucoup de personnes qui disent non. C'est déjà un don d'amour de dire à l'autre, oui, je vais venir avec toi faire la thérapie systémique et familiale. Une séance, ou 2, ou 3, ou plus. C'est un don d'amour qu'on fait à la famille. Ça veut dire quoi un don d'amour? On laisse de côté notre ego, l'ego, nos blessures, l'ego de ce qu'on croit qui est bon pour nous, ce qui est juste, notre dualité, c'est ta faute, c'est pas ma faute. Éventuellement, peut-être que j'ai dérapé avec toi. Ok, je fais don d'amour à notre famille de ça. On va en parler ensemble dans un espace sécure et on va comprendre comment on peut réparer et avancer ensemble. Et puis on ne peut pas forcer les gens. Vous vous souvenez qu'on ne peut pas forcer les gens à ouvrir leur cœur. Aller vers leur cœur, vers l'amour. Et alors le chemin, on le fait en nous-mêmes. De manière individuelle jusqu'à qu'on arrive à ce grand pardon. À l'un ou à l'autre. Et puis on se laisse le temps, mais on va dans son juste temps. Il faut avancer aussi, parce qu'on peut passer notre vie à ne pas pardonner et on loupe notre vie. Et à un moment,
où on sent que le souffle d'amour, si on abandonne nos blessures familiales au souffle d'amour, on sent que ce souffle d'amour, il nous invite, il nous encourage maintenant à bouger et aller vers ce pardon. Et ça se fait d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et on verra que la dynamique familiale, quand soi-même, on travaille sa place dans la famille, ses traumatismes, toute l'avancée thérapeutique de l'énergie de mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, en nous-mêmes déjà, qu'il va se passer des choses dans l'énergie familiale automatiquement parce qu'on est tous interreliés, et puis que des fois on fait le chemin individuel et puis il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui le fait d'une autre façon, mais ça bouge en fait. On va pouvoir se retrouver à des moments et en parler de manière beaucoup plus simple qu'avant. Et puis des fois il y a les petits miracles. Tout d'un coup, ça a beaucoup bougé en fait. Quand on se retrouve, waouh, le miracle du souffle de l'amour qui est passé, et puis le feu est déjà là, le feu du désir de se retrouver, de pleurer ensemble, hein, de pleurer ensemble sur ce qui a été, nos erreurs du passé. Des fois, de prendre du temps de recul permet en fait, de ralentir les braises des blessures, de prendre du recul, de laisser le temps à chacun de sentir dans son cœur où il en est. Et quand on se retrouve, si le souffle de l'amour est passé, et c'est beaucoup plus simple pour aller dans le cœur ensemble. Puis des fois, on aura des grands deuils à faire parce que on l'aura fait de notre côté, puis en face, notre père, notre mère, nos frères, notre tante, notre neveu, notre nièce, notre enfant, le fera pas, se refusera de bouger. Peut-être que finalement, le don suprême, c'est le deuil de nos attentes. Et peut-être c'est ce qui nous libérera à ce moment-là. Je n'attends plus l'amour avec toi. Ok. J'en ai fait le deuil, j'en ai souffert, je l'ai attendu, je l'ai voulu, j'ai essayé, et à un moment, pouf, ben je lâche. C'est fini. Hein? Il y a ce féminin qui arrive qui dit c'est fini. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu peux t'arrêter. Il faut laisser faire maintenant la vie. Tu peux te reposer. Il n'y a plus rien à faire. Alors, bon, on voit que c'est pas facile, hein. C'est vraiment un terreau alchimique. La famille, c'est vraiment l'espace où l'humanité se construit, se travaille, se déchire, mais aussi se reconstruit, va vers l'amour. On ne s'est pas choisi, mais on est ensemble et on est un terreau alchimique, on est un lieu d'expérience et je crois vraiment à l'équipe familiale, quoi qu'elle soit, quel type de traumatisme on ait vécu, qu'elle soit un terreau en nous-mêmes ou ensemble. Je crois vraiment à que la famille n'est pas une malédiction, mais une bénédiction pour la terre. Et que c'est un terreau alchimique où passe l'amour dans toutes ses dimensions et que ça bouscule tout le monde, et les enfants, les parents, les grands-parents qui ont leur loi familiale, leur religion, leur truc, machin, les petits-enfants qui font n'importe quoi. Où va le monde? C'est plus comme avant. Et il y a un tel changement de moralité, de mode de vie, et les jugements et tout, et nous donnent ça, et c'est pas bien ce que tu fais, je veux plus te voir, l'excommunion familiale, c'est pas bien et tout. Oh, c'est tellement compliqué tout ça. Mais que dit l'amour? Ah, l'amour, c'est pas bien. Puis des fois, quand certaines personnes meurent, ça va mieux. Ouais. Quand on attend que nos grands-parents meurent avec espérance de soulagement, c'est qu'il y a c'est qu'il y a du féminin qui doit passer là, hein, parce qu'il y a du masculin qui est un peu trop lourd là. Il faut que ça dégage, hein, pour qu'on puisse respirer de nouveau. Ok. Alors j'espère que par cet audio, je vous ai transmis mon amour de la famille. L'amour de mon cœur, de mon intelligence, de mon espérance, de ma foi, mais aussi d'accepter ce qui est et de toujours revenir à soi. Le travail, c'est moi qui le fais en moi, indépendamment de mon mari, de mes enfants, de mon père, de ma mère. C'est en moi que je fais le travail. Tout est en moi, même dans ma famille. Et c'est très complexe, la famille. Mais je peux tout travailler en moi-même. Même ma relation aux ancêtres, même mon système génétique, même ma relation au cosmos, ma place familiale dans le cosmos. Tout
toute cette exploration familiale, je peux déjà la faire en moi, ça je peux le faire. Et le reste, je le remets au grand mystère, je le remets à la vie, je le remets à la terre, je le remets au souffle d'amour. Et des fois, ça va me bousculer hein, dans mon ego. Hein. Ça va me demander de lâcher des rancœurs, de lâcher des positionnements, de lâcher des pensées. Des fois, non, ça va me demander de me mettre en colère, de dénoncer, de parler. Comment je vais parler? Comment je vais parler du truc qui fâche, qui ne veut pas être dit? Comment je vais parler de la maltraitance, qu'elle soit spirituelle, psychologique, physique, sexuelle? Comment je vais parler de l'inceste ou pas? Aïe, 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 aïe. Dur, dur, dur. Et des fois, la vie me dit, il faut que tu dises. Ouais, mais je vais plus être aimée. Ok. Mais là, c'était pas de l'amour. Ce foyer alchimique, il est en nous déjà. La famille, elle nous propose un foyer alchimique en nous. Jusqu'au moment où je retrouve finalement ce lien entre la terre et le ciel en moi-même, dans mon cœur, et que je puisse retrouver mon individualité, mon individuation, l'espace où je redeviens indépendante. J'ai plus besoin d'être aimée dans ma famille, d'être aimée de mes parents, de mes frères et sœurs. Je peux reprendre mon indépendance familiale tout en restant dans l'amour et dans le lien familial. On peut se voir ou on ne se voit plus, mais si on ne se voit plus, vous vous rappelez les audios que j'ai fait, je vous ai dit sur l'amour, j'ai choisi de maintenir le lien dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Je ne coupe pas, je ne peux pas me couper, je suis toujours reliée à ma famille. Tout le temps, même quand je suis morte, je suis reliée à ma famille. Donc de faire le choix de maintenir le lien dans notre cœur et de faire le choix de travailler en soi avec l'Esprit Saint, avec le souffle saint, avec le souffle d'amour, de laisser la différenciation passer, de me laisser m'individualiser et de retrouver ma connexion d'amour dans mon individualité, au ciel, à la terre, à mon cœur, à mon équipe cosmique, pour pouvoir peut-être créer dans cette individualité une équipe, une famille, je veux dire, une famille d'âme, une famille de cœur, une famille planétaire. Mais c'est pas parce que des fois j'entends, ah, mais moi j'ai plus de famille et avec vous je suis dans ma famille. C'est pas vrai ça. Tu as toujours une famille. Mais avec nous, c'est une famille de cœur, une famille d'âme, une famille d'esprit. On a des pensées communes, etc. Mais tu as toujours une place dans ta famille. Comment? C'est toi qui l'as définie. Tu l'as définie vibratoirement, énergétiquement et psychologiquement, émotionnellement, corporellement. C'est quoi ton positionnement juste dans la famille comme elle est aujourd'hui? Tu peux ne plus aller voir tes proches pendant un certain temps, voire pendant très longtemps, mais dans une conscience de protection, de protéger son vulnérable, de prise de recul, de ne pas alimenter les braises de nos blessures, de nos dualités, de nos dysfonctionnalités. Mais je reste à l'écoute dans mon cœur, dans le lien, dans l'intangible. Et comment je laisse passer le souffle d'amour là-dedans. Et je regarde ce que ça fait. Et ça va me bousculer. Hein. C'est pas que les autres qui vont bouger, c'est moi aussi. Tout le monde bouge dans le système familial. Tout le monde bouge pour retrouver une harmonie, une juste place, la justice divine. L'onde de forme de la famille va se réorganiser pour que cette onde de forme puisse se mettre en forme, donc plus en lien avec la justice divine, avec ce qui est bon et juste pour tout le monde et ce qui est vrai pour le système. Et parfois, il faudra passer par des conflits, par des chaos, par des larmes, par des choses qui vont être dites qu'on n'avait pas envie d'entendre, par des remises en question, par le chemin du pardon, mais aussi la différenciation, des amalgamés, sortir des emprises, des amalgamés, du formatage et de la fusion, s'autoriser à être indépendant, individuel, différent. Ça bouscule tout le monde. Pourquoi le système familial, il ne veut pas qu'on bouge, il ne veut pas qu'on soit différent? Ça bouscule tout le monde. Mais c'est ça une famille, c'est accepter, refaire l'harmonie dans la différence. C'est ça l'intelligence d'une famille. Et ça, profondément, c'est l'intelligence de la Terre et c'est l'intelligence des femmes et des mamans. Et du féminin des hommes, bien sûr. Alors voilà, quand on a une famille, quand on a des enfants, eh bien,
c'est pas pour nous, c'est pour tout ça. Ça va nous remanier, mais on le fait aussi pour finalement pour la Terre, l'intelligence de la Terre, l'intelligence du cosmos. Il y a des êtres qui passent sur Terre à travers nos ventres de femmes. Et nous, en tant que famille, on va les amener à maturation dans leur potentiel. Mais on ne sait pas quel est le destin de nos enfants. On va les accompagner quand ils sont petits pour les amener à être prêts quand ils vont prendre en main leur destin. Peut-être qu'on les soutiendra encore jusqu'à notre mort, qui sait. C'est ça, avoir des enfants. Et c'est accepter de se laisser bouleverser. À l'intérieur de nous, dans notre couple, dans notre vie. Et les enfants, ils changent notre vie. Je vous remercie pour votre attention. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on va, comme la famille nous parle de la jouissance des différents plaisirs, dans le respect des limites, dans le respect des cadres, des limites de la vie, des lois de vie, et qu'effectivement, on va dans cette jouissance des sens ensemble, du plus doux, du plus vulnérable du bébé jusqu'à l'ado un peu rêche et revêche, qui pue et qui vous dit dégage de là. On va aller explorer toute la jouissance des sens et du plaisir ensemble, surtout, surtout sous toutes ces couleurs, sous toutes ces dégradés de sens et de couleurs avec tout le monde. Eh bien, il peut y avoir des dérapages. Donc, on va parler maintenant de la sexualité. Et il y aura un premier audio sur la sexualité dévoyée. Et il y aura un autre audio sur la sexualité sacrée. Et probablement que je vous ferai un audio qui vous présentera qu'est-ce que c'est que le tantra dans toute cette dynamique-là. Merci, à bientôt pour la suite.